Bonjour, mon nom est Peggy Powers, je suis conseillère en gestion de risque pour la mutuelle des municipalités du Québec. Bienvenue au webinaire sur la baignade publique. Aujourd'hui, je vais vous donner des bons conseils sur les meilleures pratiques à mettre en place pour réduire les risques municipaux liés aux baignades publiques, mais on va aussi aborder les plans d'eau non exploités. En ce qui concerne la COVID-19 en lien avec la baignade publique, je vous conseille de rester à l'affût des sites Internet de l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique, de la Société de sauvetage et de l'ARAC, donc de l'Association des responsables aquatiques du Québec, qui ont plusieurs réponses à vos questions et qui tiennent l'information à jour sur leurs sites Internet respectifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter la MMQ. Donc, la MMQ a été créée en 2003 par et pour les municipalités du Québec. Le but, l'objectif principal, c'était de stabiliser les primes d'assurance, donc d'avoir des assurances au meilleur prix. Une particularité, c'est que la MMQ remet les excédents à ses membres sous forme de produits, de services ou de ristournes. Et un autre aspect super important et unique, c'est que la MMQ a un volet prévention, donc une équipe de spécialistes qui vous aide sans frais à la prévention et à la sécurité à l'intérieur de votre municipalité. Bien entendu, plus on fait de prévention auprès de nos membres, moins il y a de risques et plus on prévient ou on diminue les sinistres. Les employés des municipalités membres de la MMQ ont accès, et ce, sans frais, à nos conseillers en gestion de risques municipaux. Ces experts connaissent vos enjeux, respectent vos contraintes et s'adaptent aux situations particulières qui affectent le monde municipal. On vous offre donc un soutien technique préventif pour chaque sphère d'activité, comme par exemple en cybersécurité. Donc, nos conseillers vous offrent un soutien de première ligne. Ils vous aident dans l'identification des meilleures pratiques, répondent à vos questions et vous accompagnent dans la gestion des risques de cyberattaques qui peuvent être nombreux et coûteux. Il y a aussi notre service de conseiller en sécurité incendie des lieux. Mais les causes possibles menant à un incendie sont multiples. Par exemple, une utilisation inadéquate d'appareils électriques. Donc, notre équipe est là pour vous accompagner dans la meilleure gestion de ces risques-là. Et un dernier exemple, notre service d'assistance juridique. Donc, nos avocats du service d'assistance juridique vous offrent des accompagnements pour la gestion de vos risques municipaux en matière de relations contractuelles et dans l'application réglementaire. L'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est de vous aider à mieux comprendre vos rôles et vos responsabilités au niveau de la sécurité des plans d'eau de votre municipalité. Donc, aujourd'hui, on va faire un survol du sujet, mais si vous avez des questions en suspens ou bien si vous aimeriez éclaircir certains sujets ou si vous aimeriez que j'aille faire une visite terrain et ce sans frais à votre municipalité, je vous invite à me téléphoner ou à m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider et de répondre à vos questionnements. On a aussi réservé des périodes de questions à la fin de chaque chapitre, mais c'est toujours plus efficace de me téléphoner si vous voulez que je saisisse bien les enjeux de votre situation particulière. Donc, Océane, est-ce que c'est possible d'inscrire mes coordonnées dans le chat, s'il vous plaît, pour que les membres puissent prendre mes informations en note? Merci. Ensuite, aujourd'hui, pas besoin de tout noter. Vous allez recevoir le PowerPoint du webinaire d'aujourd'hui par courriel d'ici quelques jours. Et finalement, une note très importante, c'est de bien comprendre que lorsque je donne des formations en salle ou des webinaires comme aujourd'hui, ou même lorsque je vous donne des conseils par téléphone ou par courriel, bien, ça demeure toujours des conseils pour maximiser la sécurité du public et pour diminuer votre responsabilité en cas d'accident ou de poursuite. Bien, en aucun temps, ce ne sont des exigences de la MMQ. Ce
que je vous présente là aujourd'hui ou quand que je vous parle, ce sont toujours au niveau des lois, des règlements, des normes ou des bonnes pratiques pour que votre municipalité prenne les meilleures décisions possibles. Mais ça demeure votre responsabilité. Donc, voici l'ordre du jour que je vous propose. Premièrement, j'ouvre une parenthèse sur le contexte des milieux aquatiques en territoire municipal. Ensuite, on va voir le cadre normatif, c'est-à-dire les lois, les règlements, mais aussi les normes ou les exigences là, qui peuvent entourer les plans d'eau. En troisième point, on va s'intéresser plus particulièrement aux piscines et aux pataugeoires publics. Ensuite, on va parler des plages publiques. Et enfin, on va s'intéresser aux plans d'eau non exploités, donc les sites riverains et ça. Et en dernier lieu, on va parler des groupes d'enfants en milieu aquatique. Donc, je reçois des groupes d'enfants à ma piscine ou à ma plage municipale, ou bien je fais une activité en milieu aquatique avec mon camp de jour. C'est quoi les meilleures pratiques là, pour maximiser la sécurité des enfants? Donc, on débute sans tarder par le contexte des noyades en milieu aquatique. Les occasions de baignade, bien, il y en a plusieurs. Si on pense par exemple aux piscines et aux pataugeoires, donc tous les construits artificiels. Ensuite, on a les plans d'eau naturels, donc les lacs, les rivières, les fleuves, l'océan. Donc, ce sont tous des occasions de baignade. Les décès par noyade se produisent tout au long de l'année, mais le plus grand nombre se déroule au cours des mois les plus chauds, soit juin, juillet et août. Les décès reliés au domaine aquatique se produisent à tous les jours de la semaine, mais le plus grand nombre se déroule au cours de la fin de semaine. Les gens qui se noient le plus fréquemment sont de sexe masculin. Selon les statistiques, on est la 3e province au Canada où il se produit le plus de noyades. Le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport a publié un rapport concernant les années entre 2000 et 2008 et on y apprend que la noyade, c'est la première cause de décès en loisir. Alors, ce n'est pas surprenant parce que si on la compare à une autre activité, comme par exemple le hockey, bien, c'est certain qu'il y a moins de morts au hockey qu'à la baignade. Mais évidemment, quand on se baigne, il y a moins de risques de se blesser, mais le risque de mourir est beaucoup plus élevé. Donc, comme je vous disais, il va y avoir des questions interactives tout au long du webinaire. Donc, on a ici la première question. Donc, je vais juste lancer le sondage. Voilà. Donc, la première question. Quelles sont les 2 régions dans lesquelles sont survenues le plus de noyades en 2009 et 2015 au Québec? Donc, j'attends vos réponses. Selon vous, dans quelles régions sont survenues le plus de noyades entre 2009 et 2015 au Québec? Donc, en nombre absolu, c'est les Laurentides et la Montérégie qui sont les 2 régions dans lesquelles sont survenus le plus grand nombre de noyades entre 2009 et 2015. Donc, on avait la bonne réponse dans le sondage. Donc, les gens à 35 % avaient répondu Laurentides et Montérégie. Vous aviez raison. C'est suivi de près par les régions de la Mauricie, centre du Québec et de Montréal, là, de très, très près. Par ailleurs, il arrive que le lieu de décès de la victime ne soit pas son lieu de résidence. En effet, en moyenne, 25 % des victimes viennent de l'extérieur de la région où s'est produit l'événement. Donc voilà, j'ai oublié de vous partager les résultats, là, mais je vais essayer d'y penser pour le prochain sondage. Donc, on continue. Les principaux lieux de noyade, bien, 99 % des noyades se produisent en milieu non surveillé ou dans des sites non exploités. Donc, 40 % des noyades en rivière, c'est quand même un chiffre assez important. Et on retrouve seulement 1 % des noyades là, en milieu surveillé, comme par exemple dans les piscines publiques. Donc, quand on parle de noyades en milieu surveillé,
c'est dramatique parce qu'on ne s'attend pas qu'un événement comme ça se produise là, parce qu'il y a des sauveteurs sur place. En passant, les parcs aquatiques, c'est plutôt rare qu'il y a des noyades, puis quand ça arrive, ben ça se produit plutôt dans les piscines à vagues. Concernant les piscines résidentielles, dans la majorité des noyades, la porte ou la clôture de la piscine n'était pas réglementaire. Ensuite, les bébés et les personnes âgées se noient davantage dans les baignoires et les enfants et les adultes d'âge moyen se noient principalement dans les plans d'eau naturels comme les rivières et les lacs. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les piscines et les pataugeoires surveillés, il arrive beaucoup moins de noyades. Par contre, quand ça arrive, c'est beaucoup moins acceptable parce qu'on ne s'attend pas qu'il y ait de noyades parce qu'il y a de la surveillance constante avec des sauveteurs qualifiés. Les risques de facteurs de noyade au Québec, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la majorité des personnes qui se noient ne savent pas nager. Donc, si tout le monde savait nager, on ne serait probablement pas ici aujourd'hui. Donc, l'importance des cours de natation, c'est la meilleure prévention contre la noyade. Autre question, donc je pars le sondage. Juste un moment. Lancer le sondage. Donc, selon vous, en combien de temps une personne peut se noyer? Est-ce que c'est entre 3 à 4 minutes, 2 à 3 minutes, entre 1 à 2 minutes, entre 20 à 45 secondes ou entre 5 et 10 secondes? Donc, je vous laisse répondre en combien de temps, selon vous, peut-on se noyer? Donc, la plupart des gens ont écrit de 20 à 45 secondes et c'est la bonne réponse. Donc, du moment de sa détresse jusqu'au fond de l'eau, les personnes se retrouvent toujours dans le fond de l'eau entre 20 et 45 secondes. C'est pour ça que dans le règlement sur la sécurité dans les bains publics, là, on demande aux sauveteurs de balayer leur piscine aux 30 secondes de gauche à droite pour voir ce qu'il y a au-dessus de l'eau, mais aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de l'eau. Et après 5 minutes dans le fond de l'eau, ben, il est fort probable que la personne subira des dommages cérébraux et il y a très peu de chances qu'elle s'en sorte. C'est pourquoi le temps de réaction, c'est vraiment primordial dans un sondage. C'est super important de bien comprendre les signes de la noyade parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Souvent, on s'imagine que quelqu'un qui se noie est en train de crier à l'aide, puis de faire de grands gestes avec ses bras dans l'eau. Donc, oubliez ça, c'est un mythe et c'est ce qu'on voit souvent dans les films. Mais dites-vous que c'est toujours de la même manière que les gens se noient. Donc, la personne reste debout, la tête part en arrière. Il n'y a pas de cri, c'est silencieux, ça se passe super rapidement et on l'a vu tout à l'heure en quelques secondes seulement. Et les gens se retrouvent dans le fond de l'eau. Donc, avec une moyenne de 80 noyades par année au Québec, une reconnaissance rapide et efficace des signes de la noyade pourrait sauver davantage des vies. C'est juste à poser la question, par exemple, « Hey, es-tu correct? » Ça pourrait faire toute la différence. Si la personne répond, ben, elle a peut-être besoin d'aide, mais elle n'est pas en train de se noyer, évidemment. Par contre, si la personne ne répond pas, ben, c'est sûr qu'elle a besoin d'aide. Donc, de reconnaître rapidement les signes de la noyade là, pourrait effectivement sauver davantage de vies. Donc, on vient de terminer le petit chapitre sur les noyades au Québec. Et avant de passer à l'autre chapitre, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des questions. Donc, maintenant, on va passer au cadre normatif. Donc, c'est quoi les lois, les règlements, les normes, les bonnes pratiques là, qui régissent sur la baignade au Québec. Évidemment, on a vu au premier chapitre que la baignade, c'est une activité à risque, pas tant pour la fréquence, là, mais pour la gravité des accidents. C'est probablement ça qui explique le cadre normatif au Québec qui est assez imposant. Donc, il y a des lois et des règlements spécifiques à la baignade et aux piscines.
Il y a aussi tout le cadre de la responsabilité civile qui interpelle les personnes. Et pour ajouter à tout cela, là, il y a une autre couche d'exigences et de critères qui sont proposés par, entre autres, des organismes experts en prévention de la noyade, par exemple la Croix-Rouge ou la Société de sauvetage, là, qui vont établir des lignes directrices, des politiques ou bien des façons de faire là, pour éviter des événements malheureux. Puis si vous êtes exploitant d'un lieu de baignade, il y a une série de responsabilités à suivre, dont entre autres celle sur la régie du bâtiment qui gère un des principaux règlements concernant les activités de baignade. On va voir un peu plus loin ce règlement-là sur la sécurité dans les bains publics. Au niveau des lois et des règlements, une des questions qui peut se poser au niveau municipal, est-ce qu'une municipalité a le droit de réglementer la baignade? La réponse, c'est oui, sans aucun doute. Que ce soit sur les anciennes lois sur les cités et villes ou sur le code municipal ou encore sur la loi des compétences municipales, comme vous voyez, c'est clairement énoncé à l'article 4. Les municipalités ont compétence dans les domaines des loisirs et de la sécurité. Et vous avez aussi le droit d'exercer un pouvoir réglementaire. Donc, les municipalités ont le droit d'adopter les règlements comme écrit à l'article 6. Et l'article 62 vient renforcer ce règlement-là en disant qu'une municipalité peut adopter des règlements en matière de sécurité. Alors oui, vous avez le pouvoir et les compétences pour réglementer la baignade. Ensuite, toujours au niveau des lois et des règlements sur la baignade publique, le gouvernement du Québec a pris soin d'adopter un règlement sur la sécurité dans les bains publics pour s'assurer qu'il y a un minimum de choses là, qui soient faites au niveau de la baignade publique. Ce règlement-là, à l'article 2, nous dit que les exigences auxquelles doivent se conformer les propriétaires d'une piscine, d'une pataugeoire ou d'une plage publique. Ce règlement-là établit des exigences, puis ces exigences-là parlent entre autres de la surveillance, de l'affichage et de l'équipement de secours qu'on doit avoir sur les lieux de baignade. Un autre règlement qui vient s'ajouter pour les exploitants, c'est le règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels. Ce règlement-là a pour objectif d'établir des normes relatives à la qualité de l'eau. Il existe aussi d'autres lois et d'autres règlements, comme par exemple la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur la sécurité dans les édifices publics ou celle sur la santé et sécurité au travail que vous devez tenir compte là, dans un contexte de baignade publique. Le chapitre 5 sur les lieux de baignade du Code de la construction est entré en vigueur le 14 mars 2013. Il contient toutes les exigences à appliquer lorsqu'on construit une piscine ou une pataugeoire publique. Si notre piscine a été construite avant le 14 mars 2013, ce n'est pas obligatoire de se conformer aux nouvelles normes. Par contre, c'est seulement s'il n'y a pas eu de transformation. Sinon, vous devez vous conformer aux nouveaux règlements. Par exemple, si vous repeinturez votre piscine municipale, c'est considéré comme une transformation. Donc, vous devez à ce moment-là afficher la profondeur de l'eau sur la promenade pour vous conformer aux nouvelles normes en vigueur. Donc, dans le code de construction, vous le savez sûrement, mais on retrouve aussi un chapitre sur les bâtiments, sur l'électricité, sur la plomberie, que vous devez vous conformer en contexte de baignade publique. Le règlement sur la sécurité dans les bains publics touche entre autres les piscines et les pataugeoires publics au niveau de la construction, de la surveillance et de l'affichage et des équipements de secours, qu'on va voir un peu plus tard. Et le règlement sur la sécurité dans les bains publics touche aussi les plages publiques au niveau de la surveillance, au niveau de l'affichage et des équipements de secours qu'on va voir aussi un peu plus loin. Il y a aussi le règlement sur la qualité de l'eau qui concerne les piscines et autres bassins artificiels publics et qui traite entre autres de la nature des prélèvements, de la fréquence des prélèvements, de la méthode de prélèvement et de conservation,
Donc, tout ça est prévu par le règlement, donc vous devez vous y conformer. Au niveau des références d'experts, il y a énormément d'écrits, plusieurs guides qui ont été publiés sur la sécurité dans les plans d'eau. Donc, vous avez à respecter le règlement en question, mais aussi les différents conseils et les différentes normes. Si vous décidez de ne pas tenir compte de ces références-là, ben, vous pourriez avoir à vous justifier en cas d'accident ou de noyade ou de poursuite. Tu sais, le juge pourrait vous demander, mais pourquoi vous n'avez pas suivi les normes proposées? Vous avez sûrement de très bonnes raisons, mais sachez que ne pas en tenir compte demeure un très grand risque. Un autre concept super important, c'est celle sur la responsabilité civile qui se lit comme suit. C'est le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, s'imposent à nous de manière à ne pas causer préjudice à autrui. Suivant les circonstances, par exemple, vous apportez les enfants de votre camp de jour se baigner dans une rivière non exploitée, sans surveillance d'un sauveteur qualifié, puis il y a un enfant qui se fait aspirer par un remous, puis l'enfant meurt. Bien, vous risquez sans doute comme municipalité d'être dans le trouble. Qu'est-ce qui s'impose à vous? Ce sont les lois, les règlements, les normes, comme celles de la Société de sauvetage ou de la Croix-Rouge. Donc, tu sais, il ne faut pas juste attendre qu'il arrive quelque chose, il faut vraiment être proactif. Et c'est quoi la nuance entre avoir une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat? Bien, votre responsabilité, c'est de prendre les moyens pour éviter les accidents, mais vous n'avez pas l'obligation de réussir. Donc, ce n'est pas parce qu'il arrive quelque chose dans votre municipalité que vous êtes automatiquement coupable. Comment ça se passe en cours? C'est quoi la mécanique? Bien, c'est un régime qui compense les dommages avec de l'argent. C'est la victime qui a le fardeau de la preuve. Puis elle doit prouver 3 choses. De 1, qu'il y a eu un dommage, de 2, qu'il y a eu une faute, et de 3, qu'il y a un lien direct entre le dommage et la faute. Donc, par exemple, on va prendre un enfant qui utilise la glissade d'eau de la piscine municipale. En glissant, l'enfant se fait mal au dos, puis les parents de l'enfant prouvent le dommage avec un document du médecin. Puis les parents de l'enfant déclarent que c'est dû à un mauvais impact au bas de la glissade d'eau. Il n'y avait pas une bonne transition, ça cognait dur, puis l'enfant s'est fait mal. Mais les parents n'ont pas pu démontrer que c'est précisément à cet endroit-là que son enfant s'est fait mal. Pourquoi? Parce que la glissade d'eau à la piscine municipale est toujours surveillée par un assistant surveillant sauveteur. Parce que lorsqu'il y a un blessé à la piscine, le surveillant sauveteur remplit toujours un rapport d'accident. Parce qu'à la date du supposé accident, il n'y a aucun rapport d'accident, puis le sauveteur n'a jamais intervenu pour un mal de dos durant l'été. Donc, la municipalité a pu prouver avec ses bonnes procédures qu'il n'y avait pas eu d'accident en lien avec la glissade d'eau cet été-là. Donc, la municipalité a démontré avec ses bonnes pratiques qu'elle avait le contrôle et les parents de l'enfant n'ont jamais réussi à prouver que c'était à cet endroit précis que l'enfant s'était blessé au dos. Très important aussi de comprendre que le tribunal peut conclure que les dommages ont été causés par plus qu'une faute et par plus qu'une personne, dont la victime elle-même. Donc, ça s'appelle le partage de responsabilité. Par exemple, là, il y a une jeune fille de 15 ans qui se rendait régulièrement à la piscine municipale pour pratiquer son activité préférée, soit le plongeon, puis un jour, elle a fait un accident. Plus précisément, elle s'est frappée la tête contre le plongeon. Elle a subi des blessures graves à la tête. Le juge, dans cette affaire-là, a remis la faute sur 3 personnes. Le tiers de la responsabilité revient à la municipalité qui aurait dû mieux entretenir son plongeon parce qu'il manquait un peu d'antidérapant. Le tiers de la responsabilité revient au fabricant du tremplin parce qu'il présentait des défauts de fabrication. Et le tiers de la responsabilité revient à la victime qui était une habituée d'aller plonger à cette piscine-là et qui aurait dû procéder à une vérification minimale visuelle du tremplin
avant de l'utiliser. Donc, dans le cas où le dommage est causé par plusieurs personnes, la responsabilité pourrait se partager entre elles en proportion de la gravité de leurs fautes respectives, laquelle, évidemment, est évaluée par le juge. Donc, ça met fin au chapitre sur le cadre normatif. Si vous avez des questions, je vais les prendre dans le Q&R. Donc, le prochain chapitre, là, ça va être vraiment, on va parler plus précisément des piscines et des pataugeoires publics. Au niveau des enjeux de sécurité des piscines et des pataugeoires, il y a entre autres le comportement des visiteurs, par exemple, la personne qui plonge tête première dans le peu profond, ou bien la personne qui glisse sur le plongeon et tombe la tête première sur le bord de la piscine parce que le plongeon, il manquait d'antidérapant. Ensuite, on pourrait parler des drains. Ça peut aussi être problématique. J'attire l'attention, entre autres, sur tout l'équipement mécanique de votre piscine. Là. Ça peut être une source de danger. Il y a aussi parfois là, des grilles mal posées. Juste à se rappeler d'un cas au Québec où les cheveux de la petite fille avaient coincé dans un drain par aspiration, puis malheureusement, elle est décédée. Alors, c'est vraiment des événements malheureux qu'on ne veut pas dans notre municipalité. Donc, c'est à vous, en tant qu'exploitant, de vérifier que toutes vos choses soient bien en place. Donc, on continue avec une autre question. Une pataugeoire, c'est un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l'eau ne dépasse pas combien de centimètres? Donc, quelle est la profondeur maximale d'une pataugeoire? Les résultats et vous avez raison, c'est 60 cm. Donc, un bassin artificiel devient une piscine si l'eau atteint plus de 60 cm. Mais en dessous de ça, c'est considéré comme une pataugeoire. Une autre question, donc voilà. Donc, quel certificat doit posséder un surveillant d'une pataugeoire publique? Je partage les résultats. Donc, la majorité ont dit un certificat de médaille de bronze émis par la Société de sauvetage et vous avez tort ici. Donc, vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'est un cours de secouriste général de 16 heures datant d'au plus 2 ans. Donc, c'est ce que ça prend pour surveiller une pataugeoire publique. Je vous donne aussi d'autres conseils pour les pataugeoires publiques. Normalement, vous devez posséder une trousse de premiers soins et un téléphone cellulaire à proximité du bassin. Vous devez respecter l'âge des utilisateurs et le nombre d'enfants maximum en même temps dans le bassin. Donc, pour ces aspects-là, vous devez vous référer aux recommandations du fabricant. Et pour terminer, le bassin devrait être vidé après chaque utilisation s'il n'est pas clôturé. Ensuite, les critères pour les surveillants sauveteurs en piscine publique, bien évidemment, ils doivent être âgés d'au moins 17 ans et posséder un certificat valide. De plus, vous devriez demander à vos employés de vous fournir la preuve de leur certification valide. Prenez une photocopie et l'ajoutez à son contrat de travail, c'est toujours une bonne pratique. Et c'est une procédure que vous devriez faire chaque année. Donc, ici, vous voyez la différence surveillant-sauveteur pour les piscines publiques. Maintenant, pour les assistants surveillants-sauveteurs en piscine publique, les jeunes doivent être âgés d'au moins 15 ans et détenir une médaille de bronze. Je vous soulève un point que je vois souvent à cause de la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine, mais faites attention aux horaires de travail de vos employés à piscine. Il y a des gestionnaires qui demandent à leur personnel là, de travailler plus de 40 heures par semaine durant la saison estivale. N'oubliez pas là, que la fatigue pourrait nuire à la vigilance et à l'endurance physique de vos sauveteurs. Dans d'autres mots, là, ça peut les rendre moins efficaces lors d'interventions en cas d'accident ou de noyade. Donc, ayez toujours ça à l'esprit lorsque vous faites vos horaires de travail. Donc, une autre question ici, je
continue le sondage, lancer le sondage. Donc, à quoi sert le rond noir au fond d'une piscine publique? Voilà. Donc, évidemment, plus de 60 ont eu la bonne réponse. Ça sert à évaluer la limpidité de l'eau. Donc, on doit dessiner un rond noir de 15 cm dans la partie la plus profonde de notre piscine là, pour réduire les risques de noyade. Attention pour ne pas placer votre point noir sous le plongeon ou sous une autre structure. Il faut qu'il demeure visible, là, évidemment, en tout temps. Et si le sauveteur ne voit pas le point noir dans le fond de l'eau de la piscine, il est obligé de fermer la piscine. Ça fait partie de ses obligations. Donc, quelle est la hauteur minimale de la clôture qui entoure une piscine ou une pataugeoire publique extérieure? Est-ce 1,2 m, 1,6 m ou 1,8 m? La plupart des gens ont dit 1,8 m, mais ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. La bonne réponse, c'est 1,2 m de hauteur qu'une clôture doit avoir autour d'une piscine ou d'une pataugeoire extérieure. Il ne doit pas comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant faciliter l'escalade. Par contre, l'idéal, ce serait d'avoir une clôture de 1 de hauteur. C'est encore plus prudent, mais le règlement stipule 1,2 m. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture dans la clôture pour éviter que les enfants passent en dessous ou entre les clôtures. Ensuite, il faut rendre la piscine inaccessible, donc de barrer les vestiaires s'il n'y a pas de surveillance sauveteur autour de la piscine. Et vous pourriez aussi installer un œil magique, tu sais, une lumière qui s'allume toute seule et un système de caméra de surveillance là, qui aiderait à dissuader les baigneurs en dehors des heures d'ouverture. Donc, ici, je vous ai mis 3 photos avec des problématiques au niveau des clôtures des piscines publiques. Ce sont des photos que j'ai prises lors de mes visites terrain. Donc, la première photo, et je vois ça quand même assez souvent, on remarque que le banc, les bancs, là, parce qu'il y en a 2, j'en ai mis un avec une flèche rouge, mais on voit qu'il y en a un à côté. Donc, les bancs sont à côté sur la clôture qui entoure la piscine. Donc, ça devient comme un élément grimpant, une facilité d'accès pour les enfants qui veulent escalader la clôture lorsque la piscine est fermée. Donc, ce n'est pas une bonne pratique d'installer des bancs ou d'autres accessoires à côté sur la clôture. Les 2 autres photos, ce sont des clôtures avec des ouvertures qui pourraient facilement laisser passer des enfants lorsque la piscine est fermée. Donc, ici, ça contrevient au règlement sur la sécurité dans les bains publics parce que vous devez rendre votre piscine inaccessible au public. Donc, si vous avez des clôtures à manger comme ça, là, je vous conseille fortement de les faire réparer rapidement pour maximiser la sécurité des jeunes. Une autre question. Les tremplins de 3 mètres et plus doivent être munis d'une barrière au niveau de la promenade pour en contrôler l'accès. Est-ce vrai ou faux? Partage les résultats et évidemment, la plupart ont eu la bonne réponse. Donc, un tremplin, une plateforme ou un accessoire haut de 3 mètres et plus ne doit pas être accessible, ne doit pas être accessible que par un escalier muni d'une barrière pouvant être verrouillée au niveau de la promenade pour en contrôler l'accès. Donc, la réponse était vraie. Les surveillants sauveteurs doivent limiter l'accès de l'usage du tremplin en bain public aux personnes de 12 ans et moins ou mesurant au moins 1,35 m. Ainsi, les règlements d'usage et un gabarit pour mesurer la taille de l'enfant devraient être installés à proximité des tremplins à la vue des usagers. Dans l'éventualité où une personne veut redescendre par l'échelle du tremplin, le surveillant sauveteur doit monter dans l'échelle et aider l'usager à revenir au sol en toute sécurité. Donc ici, je vous ai mis toutes les mesures qui sont imposées par la RBQ au niveau des plongeons. Ça doit respecter les dimensions minimales indiquées dans le tableau. Toutes les dimensions doivent toujours être prises à partir du fil de plomb où est située ma flèche rouge là, dans l'exemple que vous voyez. Donc, le tremplin doit être accessible que par un escalier ou une échelle. Le nez du tremplin doit être de couleur contrastante avec la couleur du fond de la piscine et le tremplin ou l'accessoire de plus de 1 mètre
doit être muni d'un garde-corps de chaque côté pour éviter, évidemment, les accidents. Maintenant, je vous donne des exemples de règlements que vous pourriez installer à l'entrée de votre tremplin. Pourquoi les installer à l'entrée de votre tremplin? Bien, parce que c'est beaucoup plus efficace que s'ils sont inscrits sur l'affiche des règlements généraux à l'autre bout de votre piscine. Puis dites-vous que plus les règlements sont visibles pour votre clientèle cible, soit les plongeurs, et plus la gestion des risques sera efficace. Donc, ça pourrait être, par exemple, les enfants plus petits que telle grandeur doivent être accompagnés sur le plongeon. Donc, ici, vous pourriez posséder un gabarit là, pour vérifier les grandeurs des enfants. Ensuite, un autre exemple, sauter et rester orienté vers l'avant ou bien marcher sur le plongeon pour éviter que les gens courent, glissent ou se blessent. Et lorsqu'il y a beaucoup de baigneurs, le plongeon et la glissade là, pourraient être ouverts en alternance pour maximiser la sécurité des utilisateurs. Donc, c'est à vous de créer vos propres règles selon les normes et selon les risques que vous faites courir à votre clientèle. Maintenant, je vous parle de règlements spécifiques pour votre glissade d'eau. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a beaucoup d'accidents en lien avec ces modules-là. Par exemple, des enfants qui tombent du haut de la glissade sur le ciment en bas, j'en vois chaque année. Donc, votre affiche devrait être stratégiquement placée à la vue de tous ceux et celles qui empruntent la glissade. Je vous ai mis ici quelques règlements que vous pourriez vous inspirer pour fabriquer votre affiche. Par exemple, d'avoir une grandeur ou un âge minimal pour utiliser la glissade, selon les normes du fabricant. Ou bien, une fois dans l'eau, dirigez-vous immédiatement vers l'échelle ou encore glissez toujours les pieds en premier, assis ou couchés sur le ventre ou sur le dos. Donc, ce sont tous des bons exemples de règlements que vous pourriez utiliser pour votre glissade. Concernant les piscines publiques intérieures, vous devriez porter une attention particulière à vos sorties de secours. Pensez que si la piscine doit être évacuée rapidement, bien, les gens doivent sortir pieds nus. Donc, évitez les cailloux pointus ou les autres matériaux coupants. Et l'hiver, portez une attention particulière pour déneiger les sorties de secours et retirer tous les objets là, qui pourraient nuire au bon déroulement de votre évacuation. Avez-vous déjà vu ce genre de bouton d'arrêt d'urgence à votre piscine publique? Donc, normalement, vous devriez posséder un bouton d'urgence facilement accessible près de votre piscine avec une affiche qui indique interrupteur en cas d'urgence. C'est un petit bouton qui pourrait faire toute la différence en cas d'urgence s'il est installé et s'il est accessible, évidemment, aux baigneurs. Donc, si j'ai une autre question pour vous. Voilà. Est-ce qu'une toile solaire est conseillée pour les piscines publiques extérieures? Donc, je partage les règlements, je partage les réponses. Donc, effectivement, la plupart des gens ont répondu non et c'est la bonne réponse. Ce n'est pas conseillé parce que c'est difficile de bien nettoyer et de les désinfecter. Donc, les toiles vont avoir tendance à accumuler des saletés qui seront retournées vers les bassins lors de leur installation sur la surface de l'eau. Donc, ça peut entraîner une contamination excessive de l'eau des bassins si les toiles ne sont pas lavées soigneusement avant d'être remises de nouveau sur la surface de l'eau. Donc, ce n'est pas conseillé, mais si vous voulez absolument utiliser une toile solaire quand même, vous devriez la désinfecter soigneusement, régulièrement pour détruire les bactéries. Ici, je vous présente des photos que j'ai prises lors de mes visites terrain il y a quelques temps déjà. Donc, les photos qu'on voit présentent des piscines publiques avec des fenêtres. C'est beau des fenêtres, mais ça cause des problèmes parce que ça laisse passer la lumière naturelle. Puis, on a beaucoup de difficultés à voir dans le fond de l'eau. Donc, ça réduit la visibilité pour le surveillant sauveteur. Si vous regardez les photos, c'est super difficile de voir s'il y a une personne qui nage dans le fond de l'eau ou pas. Donc, il y a quand même des solutions, comme par exemple, vous pourriez acheter une chaise amovible pour le surveillant sauveteur. Il pourrait la déplacer selon la lumière naturelle. Vous pourriez aussi
ajouter un surveillant sauveteur pour maximiser la sécurité des usagers, ou bien vous pourriez installer des rideaux opaques et ignifuges là, pour couper la lumière naturelle. Est-ce qu'un moniteur d'aquaforme peut être seul à la piscine lors de ses séances d'entraînement? Donc, je vous partage les résultats. La bonne réponse, c'est ça dépend, évidemment. Donc, si le moniteur qui donne les cours d'aquaforme ne possède pas son brevet de surveillant sauveteur, ben, il ne peut pas se retrouver seul avec son groupe. Il doit être accompagné par un surveillant sauveteur. Par contre, si le moniteur d'aquaforme possède son brevet de surveillant sauveteur, alors oui, il peut être seul avec son groupe. Donc, est-ce que vous possédez des règlements pour les vestiaires de votre piscine publique? Comme par exemple l'âge minimum pour utiliser le vestiaire seul ou bien, par exemple, une règle sur l'encadrement du cellulaire dans les vestiaires. Donc, je vous conseille fortement d'apposer des règlements aux portes de vos vestiaires là, pour bien communiquer les informations à votre clientèle, mais pour éviter aussi toute ambiguïté. Donc, une autre question super intéressante, voilà, que je vous lance. Quel est l'âge minimum pour fréquenter une piscine publique seule? Ici, ça va être intéressant, les réponses, j'en suis certaine. Donc, quel est l'âge minimum pour fréquenter une piscine publique seule? Donc, je vous partage les résultats, c'est super intéressant. Donc, la réponse, c'est aucune de ces réponses. En effet, c'est à chaque exploitant de faire son règlement en fonction du risque propre à son installation. Donc, il n'y a pas de loi ou de règlement qui encadre l'âge minimum pour être seul à une piscine publique. C'est au gestionnaire de déterminer l'âge minimal selon les risques courus. Par exemple, vous devriez tenir compte de l'achalandage, de la grandeur du bassin, de la profondeur de l'eau, de la situation géographique, du milieu socio-économique, si l'enfant peut avoir accès à des VFI, du nombre de sauveteurs en poste, etc. Donc, c'est vraiment au gestionnaire de dicter l'âge à laquelle les gens peuvent venir seuls à la piscine. Par contre, ce que je vois souvent, c'est 8 ans l'âge minimum pour accéder à une piscine seule. Ça, je le vois souvent. Donc, les enfants en bas de cet âge-là doivent en tout temps et en tout lieu être accompagnés d'une personne responsable. Et ici, il faut savoir c'est quoi vous entendez par une personne responsable. Donc, il faut être capable de décrire c'est quoi. Donc, c'est super important de bien communiquer le règlement sur l'âge minimum requis pour votre bassin. Si vous n'en avez pas, ça va être dur de refuser quelqu'un à l'entrée qui arrive seul. Donc, voilà, c'est super intéressant. Avez-vous un ratio d'encadrement pour vos bains libres? Puis ici, là, je ne parle pas d'un groupe de camp de jour ou d'une sortie scolaire, mais je parle de mettre un règlement pour les familles qui viennent au bassin libre en piscine publique. Encore ici, là, il n'y a pas de loi ou de règlement, donc c'est au gestionnaire de la piscine d'en créer un. Par exemple, là, prenez l'exemple d'une mère de famille qui arrive avec ses 3 enfants, puis ses 2 petits voisins, puis là-dessus, il y a 4 enfants qui ne savent pas nager. Donc, c'est pas super sécuritaire. C'est peut-être pas l'idée du siècle, mais j'ai déjà vu ça à l'occasion. Donc, normalement, si j'ai un enfant qui ne sait pas nager au bain libre, il devrait être obligatoirement porter le VFI ou bien il devrait être à une portée de bras de son parent pour des raisons évidentes de sécurité. Ici, je vous ai mis un exemple de ratio d'un responsable pour 3 enfants. Et là, vous devriez faire la définition du terme responsable, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Comme par exemple, si je décris une personne responsable, est considérée comme une personne responsable toute personne ayant 16 ans et plus. Donc, c'est clair. Donc, je vous conseille fortement de vous faire un règlement sur le ratio d'encadrement des enfants au bain libre parce que si vous n'en possédez pas, ça va être super difficile pour le sauveteur de le faire appliquer, évidemment. Une autre question, donc je lance le sondage. Voilà.
Tout lieu de baignade doit afficher des règles de sécurité et d'hygiène convenant à ses caractéristiques spécifiques et à son utilisation. Quelles sont les 3 règles qui doivent obligatoirement être indiquées sur votre affiche selon le règlement sur la sécurité dans les bains publics? Donc, la réponse, c'est l'interdiction d'apporter des contenants en verre, l'interdiction de se bousculer et la capacité maximale du lieu de baignade. Donc, c'était le 3e, la bonne réponse. Donc, la plupart avaient marqué la première, mais c'était la 3e, la bonne réponse. Il est aussi conseillé d'afficher les règlements aux endroits appropriés et d'utiliser des pictogrammes accompagnés de textes pour faciliter la compréhension des enfants. Tu sais, des fois, j'arrive dans une piscine, il y a les règlements, puis il y a les vestes de sauvetage par-dessus les règlements, on ne les voit pas, tu sais. Fait qu'il faut être stratégique, il faut les placer au bon endroit. Normalement, quand j'entre dans l'enceinte de la piscine, c'est supposé être clair et affiché bien à la vue stratégiquement, là. Donc, c'est pas juste de les écrire, mais c'est de les mettre en évidence. Voilà. Donc, une autre question ici. Je pars le sondage. Est-ce que vous pouvez entreposer les produits chimiques dans le local de filtration? Donc, je vous partage les résultats. Évidemment, la réponse est non. Donc, les produits chimiques de piscine doivent être entreposés dans un endroit frais, sec, aéré et à l'abri du soleil, mais surtout pas dans le local de filtration. Les récipients devraient être surélevés par rapport au plancher et bien fermés. Et enfin, les produits chimiques ne devraient pas être entreposés dans le local de filtration parce que certains d'entre eux dégagent de la vapeur corrosive ou pourraient produire une explosion à la moindre flamèche lors du départ d'un moteur, par exemple. Donc, tu sais, ici, je vous ai mis une photo où on retrouve des produits chimiques dans le local de filtration. Là. Tu sais, c'est l'exemple que je vois. Je pense que je vois ça dans 80% des cas de mes visites terrain. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'entreposer les produits chimiques dans votre local de filtration. Donc, si vous n'êtes pas certain si vos installations sont sécuritaires, vous pourriez faire un audit par la société de sauvetage. Bien, ils vérifient la conformité des règlements en lien avec votre plage ou avec votre piscine. Puis, ils vont vérifier les règlements sur la sécurité dans les bains publics. Ils vont vérifier le règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels. Et ils vont vérifier le règlement sur la santé et sécurité au travail. Donc, la Société de sauvetage va vous transmettre un rapport écrit avec les mesures correctives à faire. Ça coûte entre 1 000 et 3 000 $. Donc, c'est une solution que vous avez là, pour renforcer la sécurité de votre piscine ou de votre plage publique. Il y a aussi l'équipe Splash de la Société de sauvetage l'été que vous pouvez faire venir à votre piscine. Ça dure une journée, c'est gratuit. Vous avez juste à faire la demande à la Société de sauvetage. Donc, il y a des activités pour tous les jeunes sur la sécurité. En même temps, l'équipe Splash là, transmet une évaluation écrite de vos installations et de vos procédures. Évidemment, c'est beaucoup moins complet qu'un audit, mais quand même, ils peuvent détecter des situations là, dangereuses. Une autre question intéressante ici, j'ai hâte de voir les résultats. Est-ce que vous pouvez apporter votre groupe du camp de jour se baigner dans une piscine résidentielle ou une piscine privée? Voilà, je vous partage les résultats. Donc, la majorité disent non, mais la réponse c'est oui. Vous pourriez emmener votre groupe du camp de jour à une piscine privée. Par contre, les règlements concernant la baignade publique s'appliquent. Ça veut dire que la piscine doit être conforme au Code de construction du Québec. Donc, ici, on exclut toutes les piscines hors terre. OK? Ensuite, le règlement sur la sécurité dans les bains publics s'applique aussi. Donc, il doit y avoir l'affichage, la présence de sauveteurs, les équipements de secours, etc. Ça s'applique tout. Et le règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels s'applique aussi. Donc, oui, vous pouvez le faire, mais tous les règlements doivent être respectés parce que ça devient de la baignade publique.
Et si vous le faites, la municipalité devrait posséder une entente écrite avec le propriétaire de la piscine et vous devriez faire vérifier cette entente-là par un avocat ou notre service d'assistance juridique là, pour être certain que tout est conforme et légal. Donc, on vient de terminer le chapitre sur les piscines et pataugeoires. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc je vais aller répondre aux questions. Si vous en avez d'autres, n'oubliez pas que c'est dans le Q&R que vous devez poser vos questions. Donc, première question, on revient sur les types de clôture frost. Ça permet de grimper facilement par-dessus. Est-ce autorisé? Oui, c'est autorisé, les clôtures frost. Par contre, même le diamètre au niveau de la clôture, là, les ronds qu'on voit dans la clôture sont normés. Donc, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi la grandeur là, de diamètre, mais tout ça est prévu au règlement. Mais oui, la clôture frost est autorisée. Une autre question, c'est vraiment obligatoire le point noir dans le fond de la piscine en eau profonde? Oui, c'est une obligation, c'est prévu au règlement sur les bains publics. On va prendre une pause de 10 minutes. Présentement, il est 10h07. Donc, je vous attends ici à 10h17 pour la suite du webinaire. Donc, il est 10h17, donc on avait dit 10 minutes, donc on va reprendre. Donc, on est rendu maintenant dans la section des plages exploitées, donc les plages publiques. Ça m'amène à vous parler des principaux enjeux de sécurité d'une plage publique, dont, entre autres, évidemment, la difficulté de surveillance, parce que le surveillant d'un lac, c'est pas la même chose que de surveiller un bassin artificiel, évidemment. Ou bien, par exemple, la proximité d'embarcation de votre lieu de baignade avec des embarcations moteurs, donc ça peut être un enjeu. Ou bien un manque de limpidité de l'eau. Donc, on ne voit pas nécessairement dans le fond de l'eau et ça peut devenir un enjeu majeur. Je veux attirer votre attention sur certains enjeux propres aux plages. Par exemple, évidemment, le manque de limpidité de l'eau. Pensez là au camp de jour, au groupe d'enfants qui vont se baigner à votre plage. Bien, la difficulté ici, c'est qu'on ne voit pas dans le fond de l'eau. Fait que les risques sont automatiquement augmentés. Souvent, les zones sont super vastes, puis le nombre de surveillants sauveteurs n'est pas prévu selon le nombre de baigneurs, mais selon la grandeur linéaire de la plage. Donc, un exploitant pourrait se dire, ben moi, j'ai bien beau recevoir 400 jeunes au camp de jour sur ma plage publique, je vais mettre seulement un surveillant sauveteur, fait que comme ça ne me coûtera pas trop cher, puis en plus, je vais respecter la norme. Peut-être que ça serait un peu irresponsable de sa part de penser comme ça. Donc, question d'affluence, ce serait à prendre en considération, évidemment. Aussi, le mandat de votre surveillant sauveteur doit être réaliste. Et là, ici, je me répète, mais si vous demandez de passer 8 heures au soleil sur une chaise sans avoir de pause, bien, on comprend ici que ça pourrait avoir un impact sur sa concentration à faire son travail. Donc, dès qu'il y a exploitation, il doit y avoir une surveillance avec des sauveteurs qualifiés. Et vous allez voir, le calcul du nombre de sauveteurs est fait en fonction du nombre de mètres linéaires de plage. Par exemple, une plage de moins de 125 mètres n'exigera qu'un seul surveillant sauveteur aux yeux du règlement. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas le droit de mettre plus qu'un surveillant sauveteur? Évidemment, la réponse est non. Par exemple, on peut avoir une plage de moins de 125 mètres, mais qui tombe dans le creux très rapidement. Alors là, si j'étais vous, je mettrais plus qu'un surveillant sauveteur parce que le risque est plus grand à cause de la profondeur. Comme exploitant, vous avez la responsabilité d'une surveillance adéquate et ici, le règlement s'applique au minimum. Maintenant, les exigences au niveau des sauveteurs de plage. Un surveillant sauveteur doit être âgé d'au moins 17 ans et détenir un certificat de sauveteur de plage à jour. Un assistant surveillant sauveteur doit être âgé d'au moins 16 ans et détenir un sauveteur junior ou une croix de bronze à jour. Et ces personnes-là doivent être bien identifiées sur la plage pour qu'on puisse les reconnaître en cas de situation critique.
Est-ce qu'un surveillant sauveteur de piscine a le droit de surveiller une plage publique? Donc, oui, la réponse est oui. Un surveillant sauveteur piscine pourrait surveiller une plage, mais dans deux cas spécifiques. Premièrement, si la longueur de votre plage est inférieure à 15 mètres. Et la deuxième chose, c'est en cas de pénurie de sauveteurs de plage, vous pourriez demander une dérogation à la Régie du bâtiment du Québec là, pour engager un sauveteur piscine afin de surveiller votre plage. Donc oui, c'est possible, mais dans deux cas spécifiques seulement. Maintenant, les équipements de sauvetage qu'une plage publique doit posséder selon le règlement. Une chaloupe de sauvetage non motorisée, un moyen de communication à moins de 100 mètres de distance, une bouée indiquant le point le plus profond de la zone sous surveillance, des postes de surveillance aux 125 mètres linéaires, des bouées annuaires ou torpilles et une trousse de premiers soins et une couverture. Donc, est-ce que des lignes de bouée blanche sont obligatoires pour identifier la partie de la plage? Donc, oui ou non? Voilà, je vous partage les résultats et évidemment, la réponse est oui. Et vous devez les installer jusqu'à une profondeur de 1,6 m maximum. Par contre, la ligne de bouée blanche n'est pas obligatoire, évidemment, si la plage est délimitée par des quais. Et ces quais-là doivent être dans une profondeur d'eau maximum de 1,6 m également. Enfin, si vous installez des quais au lieu de mettre des bouées blanches, bien, vous devez vous assurer qu'il y a une obligation d'interdiction de plongeon à partir des quais. Parce qu'avec 1,6 m de profondeur, ça pourrait être dangereux pour laisser les utilisateurs plonger dans la partie peu profonde. Évidemment, 1,6 m, c'est peu profond. Donc, il y a une obligation d'interdiction de plongée. Je me fais souvent demander, Peggy, c'est quoi les procédures si j'ai un seul surveillant sauveteur et que je dois lui donner une pause pour le dîner? Bien, la solution idéale serait que les heures d'ouverture de la plage prévoient déjà la fermeture sur l'heure du dîner sur vos affiches et sur votre site Internet ou sur vos médias sociaux. Par exemple, de midi à 13 heures, la plage est fermée. Ce serait aussi important que votre sauveteur évacue les gens de l'eau avant de fermer la baignade pour aller dîner. Et enfin, une pancarte supplémentaire qui indique que la baignade est fermée serait aussi un autre bon moyen de sécurité là, pour compléter la procédure. Donc oui, il y a moyen de fermer la plage là, pour le dîner, pour donner un break à votre sauveteur. Normalement, aucun appareil électronique personnel ne devrait être utilisé par vos sauveteurs et ça devrait faire partie de votre manuel des employés. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de manuel des employés, mais même de contrat de travail, mais je vous le recommande évidemment fortement. Par contre, si vous n'avez pas de téléphone fixe près de votre poste de surveillance, le cellulaire, c'est une bonne option. Mais attention, normalement, vous devriez fournir à vos sauveteurs un cellulaire de la municipalité, mais sans l'option de naviguer sur Internet. Donc, par exemple, vous pourriez seulement activer les fonctions de téléphone. Donc, avec cette solution-là, les sauveteurs ne peuvent pas aller naviguer sur Internet. Ils sont davantage concentrés sur leur fonction première, soit de surveiller le plan d'eau, et évidemment, ça évite de donner une mauvaise image d'un sauveteur qui consulte tout le temps son cellulaire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui louent ce genre de plateforme aquatique durant l'été pour mettre dans un lac, par exemple. Mais normalement, avec une plateforme comme ça, vous devez respecter le règlement de sécurité dans les bains publics. Par exemple, vous devriez avoir des surveillants sauveteurs sur la plateforme qui possèdent leur certificat à jour. Les sauveteurs devraient posséder un moyen de communication et les équipements de premiers soins sur la plateforme. Vous devriez aussi posséder une chaloupe prête à faire une évacuation pour un blessé. Vous devriez avoir des heures d'ouverture et des spécifications pour annuler l'activité en cas de mauvais temps. Vous pourriez aussi exiger le port du VFI pour tous les utilisateurs et de posséder un plan d'urgence en cas d'accident et d'évacuation. C'est évidemment une nécessité. En fait, c'est toujours bien d'avoir un plan d'urgence, mais de le pratiquer au moins une fois au début de l'été, c'est encore mieux.
Donc, ce sont tous des exemples de mesures préventives que vous devriez suivre en cas de location d'une plateforme aquatique. Une question ici. Donc, ma municipalité organise un événement beach party sur une plage naturelle non exploitée, non surveillée, puis en plus, j'invite les gens à se baigner. Est-ce que le règlement sur la sécurité dans les bains publics s'applique? Donc, la plupart ont marqué oui et c'est la bonne réponse. Oui, le règlement sur la sécurité dans les bains publics s'applique, même si c'est un événement d'une seule journée. Pourquoi? Parce que la municipalité invite les gens à se baigner. Et je vous invite aussi à faire de la prévention, que c'est seulement à cet événement-là que les gens sont invités à se baigner, parce qu'il va y avoir un surveillant sauveteur. Mais en dehors de cet événement spécial-là, la baignade est strictement interdite. Donc, oui, vous pouvez le faire, mais le règlement s'applique. Par contre, dans des cas comme ça, les gens vont comme penser que parce que vous faites un événement une fois, qu'ils peuvent y retourner et qu'il n'y aura pas de problème, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment faire de la prévention puis dire, oui, c'est une journée spéciale, il va y avoir des sauveteurs, le règlement va être appliqué, mais en dehors de cet événement spécial-là, la baignade est interdite. Donc, on vient de terminer la section sur les plages publiques. Que je vois qu'il y a des questions. Pouvez-vous répéter la longueur de la plage pour qu'un sauveteur piscine puisse surveiller? Je pense que c'était 125 mètres. Mais écoutez, je ne me rappelle pas exactement de la réponse, là, mais vous allez recevoir le PowerPoint, donc ça va être plus facile à ce moment-là. Mais de toute manière, écrivez-moi. Je vais vous le retrouver très facilement, mais c'est sûr que live comme ça, c'est peut-être un petit peu plus complexe, même si je viens de le nommer. Mais écrivez-moi un courriel, ça va me faire plaisir de le retrouver pour vous, puis vous répondre par courriel la bonne réponse. Donc ici, j'ai Patrick Noël qui dit « Difficile, voire impossible d'empêcher l'accès à la plateforme aquatique en dehors des heures de surveillance. Que faire? Sommes-nous responsables? » Donc oui, vous êtes toujours responsable, mais maintenant, c'est de mettre en place des mécanismes, des procédures pour maximiser la sécurité des gens. Donc, c'est sûr que si je mets des heures, mettons, de 10 heures le matin à 5 heures le soir, ce sont mes heures d'ouverture. C'est très bien écrit sur la plateforme puis dans mes réseaux sociaux. Puis il y a quelqu'un qui va utiliser la plateforme à minuit le soir, puis il se noie, puis il vous poursuit, bien, ça va être dur, ça va être difficilement prouvable que ça va être la faute de la municipalité, puisque c'était très bien inscrit les heures d'ouverture et de surveillance, tu sais. Donc non, ça n'empêchera peut-être pas quelqu'un d'y aller. Par contre, ça diminue votre responsabilité en cas de poursuite, d'accident ou de noyade. Chantal Lessard, nous avons un camping municipal où il y a une plage publique. Quoi faire si nous ne trouvons pas de sauveteur? Pouvons-nous l'exploiter quand même? Quelles sont nos responsabilités en cas d'accident? Notre plage étant accessible par bateau, ça devient difficile à gérer. Donc, vous êtes responsable en tout temps. Donc, vous ne pouvez pas vous déresponsabiliser de votre territoire ou de votre plage. Donc, si vous n'avez pas de sauveteur, évidemment, vous devriez fermer votre plage pour l'été. Ça veut dire quoi, fermer votre plage? Ça veut dire l'interdiction de se baigner. On va le voir dans le prochain chapitre, plus d'explications, concrètement quoi faire. Je l'explique avec les territoires municipaux ou les campings publics si on n'a pas de sauveteur, donc on y revient. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une plage de soir et tôt le matin? Est-ce qu'on peut seulement mettre une pancarte ou on doit mettre une clôture? Ce n'est pas une obligation de clôturer notre plage. Il y en a qui le font, c'est un bon moyen, mais ce n'est pas une obligation. Sinon, on va clôturer tous nos lacs et nos rivières. Ce n'est pas un moyen raisonnable. Par contre, si on parle de plages surveillées, c'est prévu au règlement qu'il faut avoir des heures d'ouverture et c'est marqué en dehors de ces heures d'ouverture surveillées, la baignade y est interdite. Donc, c'est la façon de l'afficher. C'est déjà prévu au règlement.
Donc, ici, j'ai plein de questions au niveau des plages publiques non surveillées, mais on n'a pas encore parlé. Donc, on s'en va vers ce chapitre-là. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions. Je vais garder vos questions à la suite de mon chapitre sur les plans d'eau non exploités. Donc, ici, j'ai une autre question sur les plages publiques là, exploitées. Est-ce que l'on peut ouvrir la plage sans clôturer seulement lors de journées spécifiques? Oui. Vous pourriez avoir une plage là, juste ouverte le samedi de 9 h à midi. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une plage publique que vous êtes obligé de l'ouvrir 7 jours sur 7. Et non, la clôture, ce n'est pas une obligation. Ça peut être un bon moyen dans des cas particuliers, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, pour ce qui est de l'horaire, ben, c'est à vous de décider de l'horaire de votre plage publique. Mais ça ne veut pas dire de l'ouvrir 7 jours sur 7. Déjà, si vous l'ouvrez les samedis, dimanches, c'est déjà beaucoup pour la sécurité des gens. Donc, on va passer immédiatement au prochain chapitre. Évidemment, c'est lui qui intéresse beaucoup de gens. Les sites non exploités ou non surveillés, donc les sites riverains. Comment on gère les plages naturelles qui se trouvent sur le bord de notre parc municipal ou sur le bord de notre terrain de camping ou près de nos sentiers pédestres, par exemple. Donc, on va voir toute l'information un peu plus loin. Donc, premièrement, j'aimerais vous présenter le tout nouveau guide de bonne pratique à l'intention des propriétaires et exploitants des sites riverains de la Société de sauvetage du Québec qui est sorti en 2019. Ce guide-là va vous permettre de vous aider à bien gérer les risques sur vos terrains municipaux qui bordent un plan d'eau non exploité. Je vous invite à le télécharger gratuitement à partir du site Internet de la Société de sauvetage. Quand on parle de terrain municipal qui borde un plan d'eau non exploité, il y a toujours deux objectifs à garder en tête parce que vous avez l'obligation de la sécurité du public sur votre territoire. Donc, le premier objectif est de maximiser la sécurité des utilisateurs sur votre terrain. Et le deuxième objectif est de diminuer votre responsabilité en cas d'accident, de poursuite ou de noyade. Puis comment on fait ça? Bien, en mettant en place des moyens raisonnables, comme par exemple de l'affichage. Donc, pour ceux et celles qui gèrent des terrains publics aux abords de plans d'eau non exploités, je vous recommande fortement la lecture de ce guide-là. Puis si jamais vous avez des cas particuliers, écoutez, moi, je suis là pour vous aider. Appelez-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir trouver des solutions avec vous, mais toujours en lien avec ce guide-là. En cas de noyade sur une plage publique non exploitée, est-ce que le propriétaire peut être jugé responsable si une affiche indique que la baignade est interdite? Je partage les résultats. Alors, vous avez tort. La réponse, c'est faux. Donc, une pancarte ne peut pas complètement vous déresponsabiliser. Par contre, ça ne veut pas dire que vous serez automatiquement coupable ou responsable s'il arrive un accident ou une noyade. Mais c'est vraiment à l'analyse des trois éléments de la responsabilité civile que le juge va établir si vous avez une part de responsabilité ou pas. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a eu un dommage? La réponse, c'est oui, une personne s'est noyée. Est-ce qu'il y a eu une faute de la municipalité? Si oui, c'est quoi la faute? Et en regard de la faute, il y a une analyse un peu plus poussée. Et enfin, est-ce qu'il y avait vraiment un lien entre le dommage et la faute? Donc, il y a plein d'éléments à analyser, puis c'est du cas par cas. Mais dites-vous que la municipalité a l'obligation de la sécurité du public sur ses terrains. Donc, vous devriez prendre tous les moyens raisonnables et nécessaires pour éviter un accident ou une noyade. Donc, dans le cas où il y a une culture de baignade connue à partir de votre terrain municipal, normalement, vous devriez prendre des mesures pour maximiser la sécurité du public et diminuer votre responsabilité en cas de poursuite. Une autre question intéressante aussi ici. Est-ce une bonne pratique d'installer une affiche « Baignade à vos risques » ou « Baignade sans surveillance » sur un terrain municipal qui borde un plan d'eau non exploité? Donc, la réponse, c'est non.
Donc, je suis contente d'apprendre que la plupart ont répondu non. La seule mention baignade à vos risques ou baignade sans surveillance sur un panneau est vue comme une ambiguïté parce qu'elle peut laisser croire que la baignade est autorisée, mais que la responsabilité d'un éventuel dommage ne serait pas celle du propriétaire, ce qui constitue une clause invalide là, en vertu du Code civil au Québec. Ce serait la même chose là, avec des affiches pas responsables des accidents. Vous pouvez l'inscrire, mais ça vaut probablement pas grand-chose aux yeux de la loi. Une municipalité devrait plutôt interdire la baignade et aviser la population des risques. Tu sais, par exemple, baignade interdite, courant fort ou fond mouvant, risque de noyade serait une bonne façon de faire une affiche. Ici, je vous ai mis des exemples de signes d'exploitation qui peuvent trahir une exploitation de facto et rendre le respect du règlement incontournable sur une plage publique selon la régie du bâtiment. Donc, la première chose que j'aimerais vous donner comme conseil à ce sujet-là, parce que c'est vraiment important, c'est qu'il faut à tout prix éviter d'avoir une plage publique qui est vue comme exploitée pour la baignade, mais qui en réalité ne l'est pas. Alors, vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Soit que votre plage est ouverte et qu'elle est ouverte selon le règlement sur la sécurité dans les bains publics, ou soit que la baignade y est interdite. Par exemple, je sais que les week-ends, il y a beaucoup de monde, là, il y a beaucoup de gens qui vont se baigner dans la rivière. À partir de mon terrain municipal, je n'applique pas le règlement sur la sécurité dans les bains publics, donc il n'y a pas de surveillance sauveteur, etc. Puis en plus, je mets des ressources à la disposition du public, comme par exemple des salles d'habillage pour mettre les maillots de bain ou encore une affiche installée sur le bord de la plage là, qui indiquerait surveillance obligatoire des enfants qui se baignent. Bien là, vous venez de donner une consigne sur la façon de se baigner. Donc, on pourrait croire que le site est exploité par la municipalité. Donc, ce serait de commettre une faute, évidemment. Un autre exemple, si vous faites la promotion de la baignade d'un site non exploité, donc non surveillé, donc par exemple, vous mettez des photos des gens qui se baignent dans l'eau comme produit d'attrait touristique, ça pourrait être aussi perçu comme un signe que votre plage est exploitée. Encore plus évident, si vous installez des bouées dans l'eau pour délimiter la baignade, bien, c'est clair que c'est un signe d'exploitation, puis ça va être difficile de le nier si jamais il y a une noyade ou une poursuite. Ou j'ai même déjà vu une résolution du conseil municipal que la plage non exploitée est ouverte aux baigneurs, mais qu'il n'y a pas de surveillance. Alors là, c'est vraiment un signe contradictoire. C'est comme de se tirer dans le pied d'avoir une résolution comme ça. Donc, je vous conseille de faire attention de ne pas ajouter des signes d'exploitation pour éviter, évidemment, des problématiques. C'est quoi des moyens raisonnables pour bien gérer le site? On parlait tout à l'heure de clôture. Est-ce que c'est un moyen raisonnable? La réponse est non. On ne commencera pas à clôturer partout tous les cours d'eau du Québec. C'est vraiment pas un moyen raisonnable. Mais un moyen raisonnable, c'est de dénoncer les interdictions et et les risques. Évidemment, c'est lorsque vous faites face à un terrain municipal aux abords d'un plan d'eau non exploité avec une culture de baignade connue. Encore ici, là, allez pas placarder tous les plans d'eau. C'est pas ça que je vous dis ici. Mais installer des affiches sur les sites les plus à risque ou les sites problématiques. Puis, tu sais, retournez voir régulièrement si les affiches d'interdiction sont encore là. Prenez des photos et mettez ça dans un registre. Je suis allée sur le terrain municipal le 6 juillet à 10h30. L'affiche d'interdiction de baignade est toujours là. Clique une photo, conserve ça dans des preuves des actions que vous prenez. Donc, l'affichage sur le terrain, c'est une chose. Une autre méthode, c'est de faire de la prévention avec l'aide de vos médias sociaux ou dans vos écoles de votre milieu, dans les dépliants touristiques ou les dépliants de votre camping municipal. La communication avec votre population, c'est la clé du succès en gestion de risque. Donc, moi, je vous conseille de garder toutes les preuves des actions que vous faites pendant au moins 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que c'est le délai de prescription prévu par la loi pour un recours possible.
Si vous avez un terrain aux abords d'un plan d'eau, je vous conseille de posséder un bon plan d'urgence en cas d'accident sur l'eau ou de noyade. C'est quand même facile de faire un plan d'urgence, mais de le pratiquer au moins une fois en été et une fois en hiver serait aussi primordial. Donc, ici, normalement, c'est là que j'ai beaucoup de questions sur ce chapitre-là. Donc, je vais aller reprendre les questions qui avaient été posées concernant les plans d'eau non exploités, donc les sites riverains. Ici, j'ai Nadia qui me pose une question. Une plage publique non surveillée par manque de sauveteurs est considérée dans les points de discussion des endroits non exploités. Donc, si vous avez une plage publique, l'année passée était ouverte avec des sauveteurs, aujourd'hui vous êtes en pénurie, vous n'êtes pas capable de trouver de sauveteurs, vous devez fermer votre plage et indiquer baignade interdite. Vous ne pouvez pas laisser votre plage ouverte sans surveillance, ça contrevient au règlement sur la sécurité dans les bains publics. Et vous devez enlever vos installations ou s'ils sont déjà enlevés pour l'hiver, vous devez ne pas les remettre et bien indiquer clairement que par manque de sauveteurs, la baignade y est interdite. Après ça, autre question. Baignade interdite au lieu de baignade à vos risques au lieu de baignade interdite en dehors des heures d'ouverture est suffisant. Non, baignade à vos risques, c'est vu comme une invitation à aller se baigner aux yeux de la loi. Donc, ce n'est pas une bonne idée. La meilleure façon, c'est baignade interdite et c'est bien inscrit dans le guide des bonnes pratiques des sites riverains. Donc, on continue. Existe-t-il des affiches standardisées incluant l'interdiction de baignade et la dénonciation des risques? C'est bien inscrit dans le guide de bonne pratique des exploitants là, des sites riverains. Donc, il y a déjà des affiches de prévues, oui, effectivement, dans ce guide-là. Donc, je vous recommande fortement d'aller télécharger le guide et de le lire. Là, vous allez voir les affiches qui existent déjà. Il y a plusieurs exemples, pas juste d'une affiche d'interdiction de baignade, mais sur des sites particuliers, par exemple, on peut vraiment aller mettre, situer les courants forts et tous les risques qu'il y a au niveau de notre plan d'eau, surtout si il y a une culture de baignade et que c'est vraiment dangereux. Donc, tout ça, vous allez retrouver ça dans le guide de bonnes pratiques. Si on ferme la plage, mais qu'elle est accessible en bateau, on fait quoi? Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. En fait, j'imagine que vous voulez dire que la plage est fermée avec une interdiction, un affichage. Il y a des bateaux qui viennent. Est-ce que c'est les bateaux est-ce que c'est les bateaux qui dérangent ou c'est les gens des bateaux qui se baignent? Donc, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre la question. Si vous voulez la reformuler ou m'écrire en privé, je vais pouvoir vous aider dans cette situation particulière-là. Mais pour le moment, je ne suis pas sûre de bien saisir votre question, malheureusement. Nous avons un camping près de la plage. Donc, les campeurs ont accès à la plage en tout temps. Les heures de surveillance se terminent à 17 heures. Donc, même si une pancarte baignade interdite est en place sur la plage, que faire lorsque nous constatons que les gens se baignent? Bien, évidemment, si vous constatez que les gens se baignent, vous pourriez avoir un employé qui fait de la prévention. Et là, je ne dis pas de jouer à la police et aller les sortir de l'eau, mais si vous avez un employé qui se promène sur le terrain de camping et voit la sécurité des gens, donc il n'y a rien qui empêche cette personne d'aller faire de la prévention, donc d'aller dire vous savez, la plage est surveillée de telle heure à telle heure. Donc là, vous êtes en dehors des heures d'ouverture. Donc, on vous demanderait, si possible, de sortir de l'eau. Puis la personne prend les indications. Donc, j'ai constaté qu'il y avait 2 personnes. Si vous êtes capable d'avoir les noms de telle date à telle heure, puis de l'indiquer dans un registre et de garder ces informations-là que vous êtes intervenu. Donc, tu sais, c'est encore un moyen de prévention qui est tout à fait légitime. Là. Ça ne veut pas dire d'engager quelqu'un pour faire ce genre
de procédure-là, mais ça veut dire que si vous avez un gardien ou si vous avez quelqu'un qui fait de la surveillance déjà sur le camping, bien, il pourrait avoir cette tâche-là aussi dans son contrat de travail, mais toujours sous forme de prévention, évidemment. Donc, OK, Chantal Lessard précise, là, si les gens arrivent en bateau et se baignent, bien, s'ils sont dans leur bateau, sur le plan d'eau, puis ils se baignent à partir de leur bateau, donc ils ne sont pas sur les terres de la municipalité. Donc, vous gérez votre partie de terre de municipalité. Évidemment que s'ils arrivent par bateau et utilisent la plage municipale, à ce moment-là, c'est les mêmes règles pour tout le monde que les gens arrivent par la terre ou arrivent par bateau sur la plage. Donc, normalement, c'est interdiction de se baigner. Et la meilleure prévention, évidemment, c'est de l'affichage. C'est aussi des moyens de prévention, de faire de la prévention là, à partir des réseaux sociaux. Évidemment, si vous mettez une pancarte baignade interdite, puis vous savez qu'il y a 200 personnes le samedi, puis vous dites, ah, moi, je suis correct, j'ai mis une pancarte, bien, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Si vous savez qu'il y a une culture de baignade connue, c'est sûr qu'on pense là, que c'est à peu près 2 ans pour changer les mentalités. C'est sûr que lorsque vous allez mettre une pancarte d'interdiction de se baigner, c'est sûr que ça va faire du mécontentement. Ça fait partie de changer une culture. Par contre, il faut être conscient aussi que c'est d'y aller petit pas par petit pas. Mais si vous avez 200 personnes qui se baignent, vous mettez une affiche d'interdiction de baignade interdit, bien, il y a d'autres choses, il y a d'autres procédures que vous pouvez suivre pour éventuellement changer cette culture-là. Mais je peux travailler le dossier avec vous, ça va me faire plaisir. Si vous m'envoyez un petit courriel, je vais pouvoir communiquer avec vous, puis on va pouvoir se parler de votre cas spécifique. Si les plaisanciers, les bateaux qui se baignent dans l'eau à partir de leur bateau, ben ça n'a rien à voir avec les terrains municipaux. Donc ça, c'est leur truc à eux. Vous gérez déjà vos terres municipales. Là. Vous ne gérez pas le plan d'eau nécessairement quand les gens partent de leur bateau et se baignent. Donc ça n'a rien à voir avec les terrains municipaux. Ici, j'ai Manon Jutras qui me dit « La plage est immense et les gens viennent sur la plage en bateau. Comment peut-on sécuriser et être conforme? » Donc, je pense que je viens de répondre aussi à ce questionnement-là. Si vous pensez que je n'ai pas bien répondu à votre question, Manon, donc vous pouvez m'écrire, me téléphoner. Ça va me faire plaisir d'en discuter plus longuement avec vous pour trouver d'autres solutions. J'ai une autre question. Notre camping est situé aux abords d'une rivière hautement dangereuse. Est-ce obligatoire d'avoir une clôture ou une corde qui limite l'accès? Bien là, je n'ai pas vu le site, mais comme je vous dis, il n'y a pas d'obligation de clôturer. Par contre, vous avez l'obligation de la sécurité du public sur vos terrains. Tu sais, par exemple, j'ai un sentier pédestre qui passe à côté d'une chute ou qu'un enfant peut tomber. Bien, normalement, je devrais mettre sans être une clôture frost, mais il faut que je mette une barrière physique pour empêcher. Je pensais tout le temps, là, j'étais avec mon enfant de 5 ans qui me suit en avant puis qui court. Bien, il faut qu'il y ait une limite physique entre le danger et le sentier. Donc, normalement, ça devrait être délimité par quelque chose de physique. Évidemment, ça serait bien de sécuriser les lieux. Est-ce que c'est une obligation? La réponse, c'est non. Par contre, vous avez l'obligation de la sécurité du public. Donc, tu sais, il faut vraiment voir la meilleure solution dans ce cas-ci. Si vous m'appelez, je peux vous aider aussi à vérifier quelle serait la meilleure solution pour cette situation particulière-là. Ici, je ne suis pas sûre, Mélanie, de bien comprendre votre question. Sommes-nous responsables si un site adjacent au nôtre n'est pas surveillé? Bien, si, par exemple, si je comprends votre question, mettons que vous avez votre terrain municipal avec une plage non exploitée, puis juste à côté, bien, il y a des chalets privés, puis eux autres vont se baigner à partir de leur chalet privé, bien, ça les regarde. Vous gérez seulement votre partie de terrain municipal. Donc, tu sais, les terrains qui vous ne appartiennent pas, normalement, vous ne les gérez pas. Parce que, par exemple, si, je ne sais pas, moi, si vous aviez à côté de vous une terre publique,
puis vous trouvez ça dangereux que les gens, à partir de la terre publique, vont se baigner, puis vous mettez une pancarte interdiction de se baigner, bien, vous venez de prendre une partie de la responsabilité de cette terre publique-là. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Vous pourriez à ce moment-là envoyer une lettre puis dire au gouvernement, puis dire, écoutez, il y a une terre qui vous appartient à côté d'un plan d'eau, on pense que c'est dangereux, donc on vous avise, mais prenez pas la responsabilité en mettant une pancarte ou en faisant des actions sur un terrain qui ne vous appartient pas. Ça, ici, c'est super important. Donc, j'en vois pas d'autres, mais si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à aller inscrire votre question dans questions et réponses, puis je pourrai répondre à la fin de l'autre chapitre sans problème. Donc, on est rendu au dernier chapitre, les groupes d'enfants en milieu aquatique. Les facteurs de risque de noyade dans les groupes d'enfants, ben, prenez par exemple votre groupe du camp de jour là, qui va se baigner dans une plage ou une piscine publique. Ben, si vous êtes un enfant qui fait partie d'un groupe, puis qu'en plus vous avez un handicap physique ou intellectuel, ben, il y a un plus grand risque de noyade. Selon des statistiques américaines, plus les enfants sont jeunes, donc 6 ans et moins, et plus ils se noient dans la partie peu profonde de la piscine. Et plus ils sont vieux, et plus ils se noient dans la partie la plus creuse de la piscine. C'est quand même intéressant. Premièrement, je vous présente le guide sur l'encadrement sécuritaire des groupes d'enfants en milieu aquatique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais combien de municipalités l'appliquent vraiment? L'objectif du guide, c'est de rendre accessibles les piscines publiques pour les groupes d'enfants tout en les rendant sécuritaires. Le guide est disponible en ligne sur le site de Camp Québec ou sur le site Internet de la Société de sauvetage et c'est gratuit. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, si vous avez des groupes de camp de jour qui utilisent votre piscine ou votre plage municipale, ou bien si vous avez des enfants de votre camp de jour qui se rendent à une piscine, vous devriez prendre connaissance de ce guide-là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments à tenir compte au niveau de la responsabilité et de la gestion des risques. Je vous présente les ratios d'encadrement recommandés dans le guide, comme par exemple pour votre camp de jour. Pour les enfants de 6 ans et moins, on recommande un accompagnateur pour 6 enfants maximum. Pour les enfants de 6 ans et plus, on recommande un accompagnateur pour 15 enfants. C'est le même ratio que le cadre de référence de l'Association des camps du Québec. Ces ratios-là, c'est lorsque tous les enfants savent nager ou bien qu'ils portent des vestes de flottaison individuelles ou bien que l'eau est peu profonde. Si on a 2 accompagnateurs pour 12 enfants, bien, on devrait les diviser en 2 groupes. Donc, un accompagnateur pour 6 enfants. Si vous avez 5 accompagnateurs pour 50 enfants, bien, c'est beaucoup plus facile de diviser les groupes et que les enfants se rapportent à une seule personne. Ou bien pour l'avoir vécu, là, vous pourriez, par exemple, avoir des accompagnateurs à des endroits stratégiques. Vous avez un moniteur à l'entrée des toilettes, un autre au tremplin, un autre à la glissade, etc. Donc, c'est une autre façon de faire. C'est aussi important de regrouper les enfants selon leurs compétences. Les nageurs sont supposés être ensemble, puis les non-nageurs sont supposés d'être dans un autre groupe parce que ça vous permet d'augmenter les accompagnateurs là, dans le groupe des non-nageurs. L'important, c'est de mettre en place des lignes directrices pour maximiser la sécurité des enfants. Si les enfants de votre camp de jour ne savent pas nager ou bien qui ont des problèmes de comportement ou bien présentent des besoins particuliers, vous devriez mettre en place des mesures complémentaires pour maximiser leur sécurité. Comme par exemple, obliger le port de la veste de flottaison pour les non-nageurs, assurer une surveillance directe des enfants dans le sens de maintenir un contact visuel avec l'enfant pour alerter immédiatement les surveillants sauveteurs aux besoins, bonifier le rapport accompagnateur-enfant, ajouter des surveillants sauveteurs. Effectivement, il n'y a rien qui vous empêche de mettre plus de surveillants sauveteurs si vous attendez beaucoup d'enfants à la piscine. Évaluer les aptitudes à la nage, donc d'effectuer des tests de nage. Identifier visuellement les non-nageurs, par exemple avec des bracelets de couleur.
Donc, ça pourrait être aussi de restreindre les non-nageurs dans la partie peu profonde de la piscine. Peu importe, faites-vous un plan de match, c'est super important. Au niveau des tests de nage pour les camps de jour, il y en a déjà qui existent. Par exemple, celui de la Croix-Rouge ou celui de la Société de sauvetage. Vous pouvez aussi faire un test maison avec l'aide de vos sauveteurs. Chose certaine, c'est que le test, c'est la meilleure façon de détecter les enfants qui ne savent pas nager et les sauveteurs sont formés là, pour faire ça. Normalement, on devrait refaire le test à chaque année pour les non-nageurs, évidemment. Les 5-6 ans, ça devrait être des vestes de flottaison obligatoires automatiquement. On devrait réserver une plage horaire pour les tests au début du camp de jour. Puis tu n'as pas pu te présenter à ton test de nage, bien, c'est une veste de flottaison obligatoire jusqu'à temps d'avoir ton test de nage. Donc, normalement, c'est des façons de procéder avec vos camps de jour. Avez-vous un plan d'urgence à votre piscine ou à votre plage municipale? Est-ce que vous faites des simulations avec les enfants du camp de jour au début de la saison estivale? Les exercices d'évacuation, bien, ça donne confiance en vos employés. Ça permet aussi à tous les intervenants de bien connaître leur rôle à l'intérieur du plan d'urgence. Donc, on vous encourage à le faire au moins une fois dans l'été. Donc, on a terminé le chapitre sur les groupes d'enfants en milieu aquatique. Avez-vous des questions ici concernant ce chapitre? Donc, il n'y a pas de questions. On va passer à la conclusion. Donc, en conclusion, les accidents liés à la baignade publique dans la vaste majorité des cas sont évitables et chacun doit prendre ses responsabilités de son côté. Aussi, retenez bien que les organismes experts comme la Croix-Rouge ou la Société de sauvetage vous donnent des conseils. Je vous invite à les consulter si vous désirez parfaire vos connaissances. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je demeure disponible si vous avez des questions. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours me téléphoner ou m'envoyer un courriel. Je peux aller faire une visite terrain aussi pour vous donner des bons conseils. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, pour les membres, là, ça fait partie de vos services sans frais. Donc, je vois ici qu'il y a une question. Je vais aller voir. Est-ce possible d'avoir cette formation avec le vidéo, pas juste le PowerPoint? Oui, évidemment. Normalement, le PowerPoint devrait être en ligne d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Donc, c'est sûr que nous autres, faut voir une révision. Donc, mais normalement, là, le vidéo peut être en ligne à partir de notre site Internet mutuelmmq.com. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter notre site Internet. Il y a d'autres vidéos, pas juste en sport et loisirs. Donc, j'ai mes collègues là, dans d'autres domaines municipaux qui ont fait des webinaires. Donc, je vous invite fortement à aller les consulter. Merci Manon pour les bons commentaires. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais terminer le webinaire ici. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle été en toute sécurité. N'hésitez pas encore une fois à m'appeler ou m'envoyer un courriel. Ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Voilà. Merci. Océane, un mot de la fin? Merci à tous, merci Peggy. Comme vous pouvez le voir, vous avez également un sondage de satisfaction qui vient d'être transmis. Si vous pouvez nous accorder 2 petites minutes pour y répondre, c'est assez rapide. Encore une fois, merci à tous et excellente journée.